Si je vous demande de me citer des mangas aussi géniaux que populaires, là, comme ça, vous me citerez sûrement Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ou encore Kagurabashi. Mais si je vous posais la question 10 ans en arrière, ce sont bien d'autres noms qui seraient ressortis. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les mangas animés qui ont été oubliés alors qu'ils étaient plutôt pas mal. Allez, c'est parti! Mais avant de voir quels sont les mangas animés populaires qui ont été oubliés, laissez-moi vous parler d'un manga qui mérite le coup d'œil, puisque cette vidéo est sponsorisée par Ankama. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Ashes, qui est vraiment chouette. Vous le savez, j'adore faire des vidéos sur les pires univers, genre des trucs bien hostiles. Et honnêtement, Ashes est une bonne dystopie. C'est simple. Il y a 17 ans, l'usine de Beaufort a explosé. Ça a créé une nuée de cendres qui tombe continuellement sur les villes alentours, causant de nombreux problèmes climatiques et sanitaires. Genre la population, elle tousse et tout, la mère du héros, elle est malade, et quand il y a beaucoup trop de sang dans l'air, les héros doivent porter des masques. Et honnêtement, j'adore le délire. Ça me fait un peu penser à Metro, ou encore The Last of Us. Pour améliorer le quotidien de la population, les ramoneurs de Jackson lui conçoivent ce fléau. Ils doivent essayer de tout nettoyer, et ils le font avec des grappins et tout, et honnêtement, c'est stylé. Et on y suit Ben, une jeune recrue du secteur 3, qui veut prouver à son père qu'il peut faire de grandes choses, sauf qu'il sera attaqué par un monstre de cendre. Vraiment le truc, il est hyper vénère, et il va bien faire des ravages. Accompagné de ses amis, Moni et Orin, Ben va se lancer sur la piste de cette mystérieuse créature, et ce, malgré les interdictions de traverser les autres secteurs. Et autant vous dire que le monstre de fumée n'est pas le seul souci, puisqu'il y a des soldats en noir qui est une sorte de milice. Ouais, ça sent le secret politique à plein nez. Vraiment, c'est un shonen très chouette, et les personnages sont attachants, et en plus, c'est fait par une française, par la mangaka Stéphanie Le Chevalier. C'est sa première série, et honnêtement, elle a bien charbonné. Et si vous aimez les drames, une ambiance sombre et les dystopies, Ashes est fait pour vous. Actuellement, il y a le premier tome qui est sorti, et c'est prévu pour être une série courte. Je vous invite à aller dans mon lien en description pour découvrir l'œuvre. Et encore merci à Ankama d'avoir sponsorisé la vidéo. Le premier qui me vient en tête, c'est Blue Exorcist. Un shonen où l'on suit un duo fraternel de protagonistes que tout oppose. Rin et Yukio Okumura, des jumeaux élevés par un exorciste du nom de Shiro Fujimoto. Tous deux terminant le collège, Yukio est sur le point de rentrer au lycée avec pour objectif de devenir médecin, là où l'avenir de Rin est bien plus incertain. Mais un jour, Rin commence à voir des petites créatures voler un peu partout, et l'un des bullies de son quartier se met à avoir une apparence bizarre avant de l'agresser de manière ultra violente. C'est là qu'il éveille son pouvoir, celui de maîtriser des flammes bleues. Il est alors sauvé par son père adoptif qui lui révèle que son véritable père n'est nul autre que Satan. Le père Fujimoto lui confie alors une épée qui lui permet de contrôler ses pouvoirs et lui donne un contact pour être en sécurité. Mais c'est là que Satan arrive à posséder Fujimoto afin d'essayer de kidnapper Rin. Mais ce dernier dégaine son épée, libérant ses pouvoirs démoniaques et renvoie Satan dans les enfers, causant au passage la mort de son père adoptif. Ouais, niveau origin story, ça drop direct. C'est plus tard, lors de son enterrement, que Rin fera la rencontre de Mephistopheles, un autre exorciste qui semble être proche de Fujimoto et qui connaît les origines démoniaques de Rin. Celui-ci fait alors comprendre sa volonté de devenir exorciste, histoire de défoncer Satan et venger celui qu'il a toujours considéré comme son vrai père. Mephisto accepte donc de l'intégrer à l'académie de la Croix-Vraie afin qu'il se forme. Et c'est lors de son premier cours que Rin va être surpris en découvrant que son frère Yukio est professeur dans cette même académie. Ah ouais, sacré choc là. Genre t'imagines ton prof principal c'est ton frère jumeau et qu'en plus il est tellement compétent à admirer des autres que toi tu passes pour un con. Et bah c'est exactement la vie de Rin à l'académie. À partir de là, vous vous doutez de la suite. Rin va rencontrer de nouveaux personnages dans son école, tisser des liens d'amitié et combattre des démons de plus en plus puissants aux côtés de son frère, dont leur relation va pas mal évoluer. Alors certes, surtout aujourd'hui, le pitch ne semble pas hyper original, et c'est le cas mais une œuvre n'a pas spécialement besoin d'être originale pour être qualitative. Et le manga Blue Exorcist a vraiment plein d'atouts qui ont fait sa popularité. Le manga qui débute sur un événement tragique, le dessin qui est un petit peu irrégulier au début, mais qui se peaufine au fil des tomes pour nous délivrer des planches absolument magnifiques, et surtout son duo de protagonistes, dont la dynamique et la complémentarité n'a rien envié au frère Elric. Tout ça a valu au manga d'avoir une adaptation animée en 2011 par A1 Pictures, qui adapte plutôt bien le début du manga, et qui a deux openings absolument masterclass. Mais avec tout ça, pourquoi aujourd'hui si peu de personnes parlent de Blue Exorcist? Eh bien, une des principales raisons, comme j'ai déjà évoqué, l'anime adapte bien le début du manga. Alors forcément, comme le manga ne faisait que 6 tomes lorsqu'ils ont fait l'anime pour le promouvoir, et que Blue Exorcist est un manga mensuel, parce que oui, ça je l'ai pas dit, bah il avance assez lentement, trop lentement même pour l'anime. Donc fatalement, l'anime a rapidement rattrapé le manga, et plutôt que d'attendre que le manga avance, le studio a choisi de faire comme Fullmetal Alchemist, et broder leur propre histoire et fin. Et autant dire que pour l'anime Fullmetal Alchemist, ça passait plutôt bien, bah dans le cas de Blue Exorcist, c'est pas fameux. Plein d'intrigues sont méga rushées, et beaucoup de persos, pourtant hyper intéressants en manga, se retrouvaient sous-exploités. Et concernant sa baisse de popularité au format papier aussi, ça, c'est dû à un truc spécifique à la France, c'est la rupture des tomes entre l'édition Kazé et Crunchyroll, qui a vachement détruit la cohérence graphique dans les bibliothèques. Et je pense qu'en France, ça joue un petit rôle. Après bon,
comme Fullmetal Alchemist, Blue Exorcist a eu le droit à une nouvelle adaptation animée en 2017, avec pour but de remettre l'œuvre sur les bons rails en reprenant fidèlement le manga après que la première saison avait dévié du canon. Cette saison Kyoto Saga adaptait enfin les événements directement issus du manga, mais en vrai, elle posait un gros souci de continuité. Et oui, parce que pour comprendre cette saison qui est canon, il fallait basiquement ignorer les 8 derniers épisodes de la saison 1 et ne garder en mémoire que les 17 premiers. Alors bon, autant vous dire que pour les animés only, ça rendait la compréhension de l'histoire complètement confuse. Résultat, même si l'anime était redevenu canon et avait gagné en qualité d'animation, une grosse partie du public avait déjà décroché. Et en plus, histoire de rien arranger, il s'est écoulé pas moins de 7 piges entre la saison 2 de 2017 et les saisons 3 et 4 de 2024. Donc forcément, avec un temps aussi long, ils avaient encore perdu pas mal de fans qui avaient regardé la saison 2. Avec autant de complications et temps mort, il y avait juste plus d'engouement. Et franchement, c'est dommage. En vrai, je pense qu'ils auraient clairement dû faire comme Fullmetal Alchemist Brotherhood, ou pourquoi pas le nouvel animé Shaman King, et rebooter complètement l'animé depuis le début en suivant le manga. Ça aurait été déjà plus clair et bien plus efficace pour relancer leur popularité. Là, on parle d'un manga qui a eu un tel succès qu'il a carrément eu le droit à un crossover avec One Piece et Dragon Ball. Alors, Toriko nous raconte l'histoire de Toriko. Oui, c'est plutôt simple. Lui, il vit dans un univers où tout tourne autour de la bouffe. Les restaurateurs du monde entier cherchent à mettre la main sur les mets les plus luxueux et succulents. Le problème, c'est qu'ils sont souvent giga dangereux à obtenir. Genre, c'est des créatures monstrueuses qu'on pourrait bien retrouver dans Dragon Ball ou dans Hunter x Hunter. Et bien souvent, plus ils mangent bien, plus ils sont puissants. Donc, pour les obtenir, ils demandent l'aide de ce qu'on appelle les gourmet hunters, des individus surpuissants capables de tabasser les monstres afin d'obtenir leurs ingrédients. Et vraiment, dans ce monde, Philippe Etchebest, ça serait l'équivalent de Thanos. Donc, bien évidemment, Toriko sera en quête d'ingrédients toujours plus luxueux que pourra cuisiner son collègue Komatsu. Mais il va aussi devoir se taper contre d'autres gourmet hunters qui ont des intentions bien plus malveillantes. Et en vrai, je trouvais le concept vraiment original, avec des plats qui te fileront la dalle à chaque vue des dessins. En plus, les bastons de son manga sont incroyables. La démesure des affrontements est tellement abusée que tu te demandes comment la Terre a fait pour pas exploser. Genre, une simple attaque de Toriko est capable de détruire des villes. Ça balance des monstres et des objets de plusieurs milliers de tonnes, et il y a des zones proches du zéro absolu, ou d'autres à 2800 degrés. Un délire hyper créatif, autant en termes de bestiaire, d'environnement, que d'attaque aussi. Et vraiment, ça me fume que la plupart des attaques de Toriko soient basées sur des fourchettes ou des couteaux. Donc bon, sachant qu'on est nombreux à aimer la bonne bouffe, et aussi les bastons stylés, le fait que ce manga ne soit pas au panthéon des œuvres les plus populaires me semble assez intriguant. Puis bon, Toriko il est censé être hyper puissant, on devrait le voir partout dans des débats en fait. Et bah pourtant, l'œuvre est rarement évoquée. Et il y a deux raisons essentielles qui font que peu de gens parlent de Toriko aujourd'hui. La première, c'est l'adaptation animée. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ça va beaucoup revenir dans cette vidéo. C'est un animé fleuve de la Toei Animation, donc comme souvent avec eux, c'est super mal rythmé. La qualité est en dents de scie, et il y a quelques fillers. C'était tellement une catastrophe que l'anime n'est même pas allé au bout du manga. Alors que Toriko ne fait que 43 tomes. Et vraiment, pour les standards de l'époque, c'est pas beaucoup. Donc forcément, ça a joué. Mais il y a une autre raison qui est bien plus dramatique. Son auteur, Mitsutoshi Shimabukuro, a été au cœur d'un des scandales les plus sordides de l'histoire des mangas. Et pour faire simple, pendant qu'il était en train de publier sa première série, l'auteur a été arrêté parce qu'il a donné rendez-vous dans un hôtel avec une prostituée mineure. Donc il est naturellement qualifié comme une personne assez peu fréquentable, et beaucoup de lecteurs n'ont juste pas envie de lire l'œuvre d'un ponteur, ce que je peux tout à fait comprendre. Alors là, on va parler d'un des mangas les plus drôles que je connaisse. Un manga dont le pitch, à la base, c'est juste l'auteur qui s'est tapé un délire à imaginer le scénario le plus what the fuck avec un de ses amis, mais qui a décidé d'en faire un vrai manga. Tout commence avec le Seigneur des démons qui décide qu'il est temps de détruire l'humanité. Sauf que, bon, c'est chiant, son agenda il est plein, et il décide alors d'envoyer son fils, Belzebub, pour réaliser cette mission. MDR, sympa le daron. Et c'est à ce moment qu'on nous présente le protagoniste, Oga Tatsumi, un délinquant habitué par la malveillance max. Et accessoirement, le mec le plus balèze de son lycée, qui est peuplé exclusivement de voyous. Un jour, pendant qu'il s'amuse à torturer des gens en les noyant dans une rivière, oui bon bah, chacun ses hobbies hein, il aperçoit un homme bodybuildé moustachu flotter dans l'eau. Oga le sauve et lui envoie une tarte dans la gueule, parce que visiblement, c'est le premier réflexe quand tu sauves quelqu'un de la noyade. Et là, toujours plus what the fuck, le corps du bouc s'ouvre et il en sort un bébé tout nu aux cheveux verts, qui n'est nul autre que Belzebub, le démon envoyé pour détruire l'humanité. Mais comme ce n'est qu'un bébé, ses pouvoirs ne sont pas encore développés pour réaliser sa mission, ce qui ne l'empêche pas de tomber sous le charme de la maléfique d'Oga, à qui il s'attache immédiatement, pour son plus grand plaisir d'ailleurs. Alors que Oga ne sait pas quoi faire du morveux, il est approché par la démone Hildegard, une œuf autoritaire qui lui explique qu'il est lié par un contrat avec le démon, que s'il s'éloigne de plus de 15 mètres de Belzebub, il crève. Ben yes, super journée. Ah, et aussi, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est que Oga arrive à trouver quelqu'un de plus fort
et plus maléfique que lui. Le protagoniste va donc chercher à affronter plein de loupards et autres racailles toujours plus forts et maléfiques. Alors, si le manga a rencontré un certain succès à ses débuts, vous vous en doutez, mais c'est grâce à son humour. Vraiment, vous allez vous taper des barres plus d'une fois en lisant le manga ou en regardant l'anime. C'est un manga comique à 2000%. Y a pas de questionnement philosophique, Hoga ne va pas devenir meilleur au contact de Belzebub ou je sais quoi. Ici, c'est baston et gag non-stop. Le manga a aussi pour grande force d'avoir un excellent casting de personnages. Je pense en premier au protagoniste Hoga, qui est vraiment putain de malveillant, et ça le distingue vraiment des autres protagonistes de shonen. Mais les autres persos aussi offrent un florilège de situations burlesques et loufoques. Genre, le meilleur ami d'Hoga, qui est loin d'être aussi mauvais que lui, mais qui est aussi l'un des seuls persos ne sachant pas se battre, ce qui le conduit dans des situations très délicates, provoquant l'hilarité des lecteurs. Et accessoirement, c'est le pire dragueur du monde. Aussi, le moustacheux bodybuildé du début, il a un crush sur lui, offrant toujours plus de situations cocasses, avec des quiproquos de fou. Non, vraiment, ça mourit de rire. Mais du coup, pourquoi ce manga est-il tombé dans l'oubli? Eh bah déjà, l'adaptation animée a beau être correcte, elle n'adapte pas tout le manga. Et de toute façon, l'humour du manga s'est un peu essoufflé au fil du temps. Certains gags devenaient un peu trop récurrents, et le scénario, qui est plus un prétexte au gag, bah il prenait de plus en plus de place. De plus que les combats ne sont pas très intéressants, ok, ils sont bien chorégraphiés, mais c'est très bourrin. Y a pas de stratégie ou de subtilité. Bon, en vrai, je vous conseille de vous intéresser, surtout si vous aimez les mangas d'humour à la Mashle, mais en version malveillante. Même si bon, je vous préviens, le début de l'œuvre c'est le meilleur. Dans un univers avec une esthétique très proche de l'Angleterre victorienne, on suit Oz, issu de la famille noble Vessalius. Et alors qu'il fête la cérémonie de ses 15 ans, il est accusé d'un crime dont il ignore tout et est envoyé dans l'Abysse, une dimension parallèle cauchemardesque servant de prison et dont il a de grandes chances d'y crever étant donné l'hostilité des lieux. Et bah mec, joyeux anniversaire. Par chance, il est sauvé par une certaine Alice qui souhaite passer un pacte avec lui. Vu qu'il a pas trop le choix, il finit par accepter et peut donc sortir de l'Abysse. Mais en contrepartie, Abyss peut prendre le contrôle de son corps à tout moment. De retour dans le monde réel, aidé par sa nouvelle alliée, Oz va alors enquêter sur le complot qu'il a envoyé là-bas, ainsi que les mystères qui entourent Alice et l'Abysse. Et vous avez capté qu'il y a des références assez évidentes à Alice au Pays des Merveilles. Alors, qu'est-ce qui explique le succès passé de ce manga? Eh bien, l'univers est assez atypique et prenant. L'esthétique du manga est vraiment originale et donne envie de découvrir chaque parcelle de l'univers développé par le mangaka. De plus, le manga a une structure narrative assez déroutante, avec pas mal de flashbacks et de flash-forward. C'est pas non plus difficile à lire, mais ça réclame quand même d'être assez attentif durant la lecture pour tout comprendre. Mais le fait de comprendre l'histoire, la manière d'un puzzle qui prend forme au fil de l'avancée est un véritable plaisir que peu d'œuvres sont capables de proposer. Genre, t'as vraiment l'impression d'enquêter aussi sur tous les mystères de ce monde. Et l'animé, même s'il est pas ouf, et on commence à avoir l'habitude dans cette vidéo, il a des musiques absolument fantastiques qui collent très bien avec l'ambiance de l'œuvre. Je les ai d'ailleurs pas mal entendues en fond de vidéo chez certains collègues vidéastes, et je suis persuadé que vous aussi, sans savoir que ça venait de cet animé. Et puis le manga a une fin aussi déchirante qu'exceptionnelle, que je vous laisserai découvrir. D'ailleurs, ça a beau être un shonen, le manga a surtout eu un succès auprès d'un public féminin. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il a été un peu oublié? Eh bien, je saurais pas donner de réponse aussi logique que les précédents mangas, évidemment. L'anime pas ouf qui va pas jusqu'au bout du manga n'a pas aidé. Mais à part dire qu'il est fini depuis longtemps, bah je sais pas trop. Après, l'héritage de Pandora Hearts vit quand même au travers du nouveau manga de la mangaka, Les Mémoires de Vanitas. Un manga avec des vampires qui se déroule en France. On peut d'ailleurs trouver pas mal de similarités au niveau des personnages et de la narration avec Pandora Hearts. Alors, c'est pas un giga succès à la Jujutsu Kaisen, mais ça a sa niche de fidèles. Donc, si vous aimez les Mémoires de Vanitas et que vous n'avez pas encore lu Pandora Hearts, Kiyun est en train de publier une Perfect Edition qui est un excellent moyen de découvrir l'œuvre. Bon allez, cette fois, plus de monde fantastique, puisqu'on part dans un Japon moderne, enfin celui des années 2000 quoi, avec des gens qui fumaient encore dans les lieux publics. Oui, ça pique les yeux rien que d'y penser. On y suit deux femmes que tout oppose. Look, personnalité, vibe, et pourtant, elles vont se rencontrer dans un train, direction Tokyo. Et là, comme par hasard, au fil de la discussion, elles se découvrent bien plus de points communs que ce que leurs premières impressions laissaient croire. Elles ont toutes les deux 20 ans, des rêves plein la tête, et surtout, elles s'appellent toutes les deux Nana. Donc voilà, vous savez d'où vient le titre du manga. Pour simplifier, on va dire que celle-ci, je continue de l'appeler Nana, et elle, on l'appellera Hachiko. Enfin bref, juste après leur rencontre, hasard de dingue, les deux nanas se recroisent en pleine galère d'appart. Elles décident donc de faire une coloc. Et petit à petit, elles se lient d'amitié, se soutiennent, se confient et se clashent parfois. Ouais, on peut se dire que ça allait assez vite entre elles quand même. Mais avant de continuer, petit flashback histoire de savoir pourquoi ils en sont là. On apprend alors qu'Hachiko, c'est typiquement un cœur d'artichaut. Genre, il suffit d'un beau gosse et direct, c'est l'homme de sa vie. Mais là, ça y est, elle en était sûre, son gars c'était le bon. Elle est partie à Tokyo le rejoindre. Sauf que, pas de bol, lui,
il veut pas vivre avec elle. Donc Hachiko se retrouve en galère à devoir chercher un taf et un appart, tout en essayant de recoller les morceaux de son petit cœur brisé. Ouais, sacrée désillusion. Nana, de son côté, on apprend que c'est une meuf qui a un background un petit peu compliqué. Mais ça va, elle a trouvé sa voie dans le rock. Elle kiffait et faisait partie d'un groupe de rock à succès. Sauf que, pas de bol non plus, son mec, aussi membre du groupe, l'a largué et est parti rejoindre un autre groupe basé à Tokyo. Du coup, Nana débarque aussi à Tokyo pour tenter sa chance en solo et prendre sa revanche sur sa vie. De retour dans le présent, comme par hasard, encore, en se baladant en ville, Hachiko avoue à Nana d'être fan d'un nouveau groupe qu'ils vont aller voir au concert, sans savoir que c'est celui de l'ex de Nana. Et à partir de là, les choses s'enchaînent. Rencontre dans le monde de la musique, amitié, histoire d'amour, trahison, bref, un cocktail bien chargé, à mi-chemin entre romance réaliste et drame émotionnel franchement bien écrit. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même. C'est un genre de manga dont j'ai jamais spécialement parlé sur la chaîne, puisque ça parle d'histoire d'amour. Et en même temps, entre les vidéos, les pires univers, les pires méchants, les monstres terrifiants, je voyais pas trop comment placer ce genre de manga. Mais attention, quand on parle de shoujo d'amour, le fan de manga moyen imagine en premier des histoires gnangnan entre une jeune fille timide et un beau gosse populaire. Sauf que bon, déjà, c'est très réducteur pour le shoujo. Honnêtement, c'est assez varié. Et si jamais vous pensez ça, ce qui est un petit peu cliché quand même, en vrai, Nana pourrait vous plaire. Là, c'est une histoire d'amour bien plus réaliste, avec leur haut et leur bas, genre la relation qui implique Takumi, mon dieu, quelle horreur hein, entre toxicité et abus. C'est vraiment pas le genre d'histoire d'amour que je vous souhaite de vivre. Néanmoins, c'est une des composantes qui a fait le succès de Nana, la justesse d'écriture et le réalisme des relations humaines. En plus, le style de dessin est tellement marquant que Nana a quasiment réinventé un standard dans sa série éditoriale. Très inspiré de La Rose de Versailles, c'est assez courant dans les shoujo d'avoir ce trait fin et les hommes avec un visage presque androgyne et des cheveux mi-longs. Eh bien, c'est Nana qui a défini cette esthétique dans les shoujo sortis après lui. Autre raison de ce succès, l'animé cette fois très bon. Attends, un bon animé? Yes! Ce dernier retranscrit très bien le trait de l'autrice, adapte fidèlement l'histoire et ajoute même quelque chose d'assez important, la musique. En effet, dans un manga, il n'y a pas de musique. Pas sûr que vous ayez besoin de moi pour savoir ça. Et ce, malgré le fait que, comme vous avez dû le comprendre dans le résumé, cette dernière a une place assez importante dans la vie de Nana. Donc on a un véritable ajout important par rapport à l'œuvre d'origine, et en plus, les musiques sont de véritables bangers. Mais alors, pourquoi cette fois-ci est-il oublié? Eh bien, la raison est un peu triste. Après la sortie du tome 21, en 2009-2010, l'autrice a eu de terribles problèmes de santé, la forçant à mettre son manga en pause. Et ce depuis aujourd'hui, près de 15 ans. Bon, déjà, c'est hyper chaud pour l'auteur, et ça doit être très frustrant pour ceux qui suivaient le manga. Le fait qu'il s'arrête au milieu d'un arc, et de ne pas avoir de nouveaux chapitres pendant plusieurs années, sans avoir la certitude qu'il reprenne un jour, l'enfer quoi. Et au bout de quelques années, c'est triste, mais inévitable, cette attente se change juste en oubli. En mode, on passe juste à autre chose. Et naturellement, comme le manga ne s'est pas terminé, cette fois l'anime n'a pas décidé de faire sa propre fin, et il est techniquement en pause lui aussi. Cependant, c'est pas parce que l'œuvre est inachevée qu'elle ne vaut pas le coup d'être lue. Malgré tout, c'est une des références en termes de shoujo, et la qualité d'écriture mérite qu'on s'y intéresse. Et croyez-moi que si un jour, par miracle, le manga reprend son cours de publication, je pense que ça va faire grand bruit dans la commu manga / animé, et je pense que ça va faire autant de buzz que la reprise de Hunter x Hunter. J'avais évoqué ce manga dans une de mes vidéos Pire Univers, mais pour ceux qui l'ont pas vu, piqûre de rappel. En 2013, une catastrophe a détruit une bonne partie du Japon, ce qui a enseveli une bonne partie du pays sous les mers. Malgré ça, la population arrive quand même à s'en sortir. On suit Gonta, un collégien de 14 ans qui a une vie assez classique, jusqu'au jour où un homme vêtu de rouge massacre de manière ultra violente toute sa classe. Gonta est alors accusé de ses meurtres, avec comme preuve de sa culpabilité une vidéo de lui se vantant son massacre. Peut-être si c'était dans notre monde, on aurait pu dire que c'était l'IA, mais dans le sien, il est juste cuit. Ce crime lui vaut d'être envoyé à Deadman Wonderland, une prison qui fait office de parc d'attraction. Ouais, je sais. Rien que ça, c'est chelou. Mais c'est pas tout. Genre, les animations, ce sont des détenus qui s'affrontent et tentent de survivre à des épreuves toujours plus dangereuses et mortelles pour gagner leur monnaie interne à la prison. Et comme ça ne suffisait pas, les prisonniers sont équipés d'un collier qui leur injecte du poison en continu. Un poison qui les tue s'ils ne mangent pas un bonbon antidote tous les 3 jours. Bonbon qu'ils obtiennent en faisant des épreuves de survie. On est dans un lieu où les conditions difficiles et déshumanisantes font que la folie chez les détenus est omniprésente. Vraiment. Trop sympa comme part d'attraction pour une sortie scolaire ou en couple. Non, vous trouvez pas? Enfin bref, dès l'arrivée de Gonta dans cette prison infernale, il fait à la rencontre de Shiro, une de ses amies d'enfance qu'il avait oubliée. Et malgré toutes les merdes qui vont tomber sur eux dans cette prison, Gonta garde malgré tout une forte volonté de survivre afin de prouver son innocence, et veut aussi se venger de l'homme qui a ruiné sa vie. Dans la prison, Gonta se découvre un pouvoir nommé la branche du péché, qui lui permet de manipuler son sang comme une arme, faisant de lui un Deadman. Et il va découvrir à ses dépens qu'il est loin d'être le seul à bénéficier de cette capacité. On va donc suivre Gonta dans sa quête de vérité et de vengeance dans un univers aussi fou
que brutal. Perso, ce que je préfère dans ce manga, c'est le système de pouvoir. Le fait que les persos utilisent leur sang, c'est déjà super original, et comme on peut le voir avec tous les Deadmen, il y a énormément de possibilités avec un tel pouvoir. Mais il y a aussi une sacrée contrepartie. Comme vous en doutez, si un Deadman utilise trop de sang, il va faire de l'anémie et être en PLS. Donc ça offre une limite cohérente. Mais ce n'est pas le seul truc qui explique le succès qu'a eu ce manga. Le dessin offre des planches vraiment satisfaisantes, et les personnages principaux, comme secondaires, sont très bien développés et explorent très bien les divers aspects de la thématique de la folie de l'œuvre. Il y a aussi un autre truc qui a joué dans le succès de l'œuvre, c'est la qualité de l'opening et l'adaptation animée qui est excellente. Les visuels agressifs, couplés à la musique incroyable, représentent très bien l'ambiance de la série. Aussi, il a eu la chance de sortir à un moment où les œuvres sont dark, edgy, étaient très populaires. Et je pense qu'il a pas mal participé à ce que ce type d'œuvre soit très apprécié. Mais du coup, pourquoi a-t-il été oublié? Eh bien, encore une fois, l'adaptation animée n'est vraiment pas terrible. Des persos géniaux sont juste mis au placard, c'est giga rushé, et le pire, c'est qu'ils n'ont même pas terminé l'histoire. Genre, ça fait 12 épisodes qui adaptent uniquement les 21 premiers chapitres du manga. Ça finit sur un cliffhanger qui dit rendez-vous dans la saison 2, mais elle n'arrivera jamais. Et la raison est simple, c'est que 4 ans après la diffusion de l'anime, le studio Manglobe, qui animait Deadman Wonderland, a fait faillite et a fermé. Et comme personne n'a pris le relais derrière, l'anime est resté à l'abandon, n'adaptant que 21 chapitres sur les 57 que constitue le manga. Aussi, le manga n'est pas parfait non plus. Genre toutes les questions que tu peux te poser à propos de Gonta, l'homme en rouge et tout, bah t'as toutes ces révélations au tome 4-5 sur les 13 que comporte la série. Du coup, le reste du manga tient beaucoup moins en haleine. Et aussi des concepts cool, genre les colliers qui injectent du poison, qui mettaient une vraie tension au récit, ou encore les épreuves ultra violentes de Deadman Wonderland, sauf que là encore, c'est très vite oublié. Donc ouais, même si le manga est cool et divertissant à suivre, il est loin d'être parfait. Eh bien, j'espère que cette petite sélection vous aura donné envie de découvrir quelques pépites oubliées ou encore débloquer des souvenirs de jeunesse. Bon, évidemment, tous les mangas ne peuvent pas fonctionner. Sur la décennie, on garde en mémoire quelques mangas, genre vraiment ceux qui ont été le plus impactants, et pour le reste, bah y a plein d'œuvres qui n'ont pas été au niveau. En tout cas, on peut voir que des mangas aussi excellents que populaires peuvent rapidement être oubliés pour diverses raisons. Et qui sait, peut-être que si je refais une vidéo de la sorte dans 10 ans par exemple, ça serait les bangers actuels qui brisent les réseaux sociaux qui pourraient y figurer. Et en vrai, j'espère être encore là pour pouvoir le dire. Mais vous, est-ce qu'il y a des mangas ou animés que vous avez suivis et aimés il y a quelques années, mais qui s'est injustement fait oublier? Dites-moi tout ça en commentaire pour d'autres épisodes. Abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!